Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. Bienvenue dans cet épisode consacré au couple de choc Ron Weasley et Hermione Granger. Désolée, j'ai pas fait Granger parce que là, j'y arrivais pas. Eh bien, Mathilde et moi sommes ravis d'introduire ces personnages bien connus et bien aimés de millions de personnes. Nous allons procéder comme suit, c'est-à-dire qu'on va d'abord analyser le thème, le soleil et la lune de Ron, puis nous passerons au soleil et à la lune d'Hermione, pour enfin étudier la relation que les deux personnages tissent au long de la saga via leur soleil et leur lune respectifs. C'est, je le rappelle, impossible d'avoir un thème exact des personnages puisqu'on n'a pas l'heure de naissance des personnages, donc on ne sait pas vraiment quels sont leurs ascendants, donc on ne peut pas vraiment travailler à fond sur les détails de la relation entre Ron et Hermione. En revanche, on peut tirer quelques conclusions déjà de leur soleil et de leur lune en relation, et notamment en relation entre deux. Donc voilà, Mathilde, je te laisse nous donner les coordonnées de naissance de Ron Weasley. Oui, alors Ron, il est né donc d'après la saga le 1er mars 1980. Ouais. Donc il a son soleil en Poisson et sa lune en Sagittaire. Youhou! Voilà. Joyeux luron. Ouais, exactement. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce qu'on peut dire, Léa, sur le Poisson qui est un signe quand même assez particulier. Enfin, moi, personnellement, c'est un signe que j'ai eu du mal à appréhender. C'est normal, justement, ça se saisit pas vraiment un poisson, ça le file entre les doigts. Exactement. Donc, du coup, c'est un signe pour moi qui est assez insaisissable, justement. Oui, qui est insaisissable, effectivement. Voilà. Et donc, Ron a son soleil en Poisson. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu pourrais déjà nous redire du Poisson, peut-être. Alors, c'est marrant que tu utilises le terme insaisissable parce que ce que je pense avant tout, c'est que le soleil poisson, et même si c'est un signe qu'on a du mal à saisir analytiquement parlant, ouais. On peut, à force d'analogies et notamment aux planètes maîtresses et à toutes sortes de métaphores, comprendre ce qu'il en est théoriquement du poisson. Mais je pense que le plus insaisissable pour un poisson, c'est lui-même. C'est de s'apprendre lui-même. Et je pense que Ron nous en donne l'exemple, puisque très tôt dans l'histoire, il semblerait qu'il se sente parfois inexistant et parfois même au-delà de perdu. Et du coup, parce qu'il n'a pas vraiment cette possibilité de se déterminer lui-même, parce qu'il s'identifie beaucoup par rapport à son statut de dernier fils. Il s'identifie beaucoup au regard que porte sa famille sur lui, au regard que Harry porte sur lui, au regard que les professeurs portent sur lui. Et se comprendre et se saisir lui-même, même si c'est un enjeu pour chacun d'entre nous, il semblerait que pour Ron, ça soit particulièrement compliqué de s'affirmer, de se trouver, de s'appréhender lui-même. Oui. Il va y arriver, mais ça va prendre du temps.
Et je pense que ça peut être, c'est pas le cas de tous les soleils poissons, mais ça peut être une caractéristique d'un soleil poisson selon laquelle, durant plusieurs années de vie, on a du mal vraiment à savoir par quel bout prendre les choses, où aller. Est-ce que ça, c'est ma direction de vie ou est-ce que c'est celle que je devrais prendre parce que tout le monde le fait? On se laisse un peu justement porter par le flot des événements, par l'esprit des temps. On est tellement perméable aux énergies collectives qu'on a tendance à penser que ce qui se passe autour de nous nous appartient. Alors du coup, on va avec. On n'a pas vraiment de forteresse ou en tout cas de délimitation de sa propre personnalité très ferme. Alors, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop comment aborder les choses. On ne sait pas trop quelle idée choisir, quelles sont nos idées, quelles sont les idées à construire, sur quoi se concentrer. C'est un petit peu flou tout ça, parce que c'est un signe qui ne peut pas, in fine, fonctionner exclusivement via le souverain de notre monde et de notre société actuelle, qui est le mental. Et à cause de cela, le poisson doit d'abord apprendre à se connaître et ensuite à accepter que sa façon d'appréhender, de percevoir et de comprendre le monde et de s'y trouver et d'utiliser, bien qu'il utilise, je veux dire, les poissons peuvent être des gens extrêmement pointus intellectuellement, mais que le but premier n'est pas de s'arrêter à la connaissance rationnelle et que son épanouissement, sa voie de développement est une voie bien plus métaphysique, si je puis dire, sensible, intuitive, que ne peut l'être la voie d'autres signes. C'est quand même le dernier signe du zodiaque et en ce sens, il porte en lui tous les signes du zodiaque. Donc il y a quelque chose de profondément universel dans le signe du poisson. C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas si clair que ça, parce qu'il porte tout le monde inconsciemment. Et tu dirais qu'il est aussi perméable aux émotions de tout le monde, le poisson ? C'est un signe qui bien sûr, puisque c'est le signe le plus collectif, le plus ouvert à l'universel. Donc c'est compliqué, évidemment, d'être un individu là-dedans, quand on est tellement sensible et malléable. Connecté aux autres. Connecté au collectif. C'est compliqué. Alors, surtout sur un plan sensible, parce que le Verseau, lui, peut se sentir concerné par le collectif, mais ça se fait moins sur le plan des émotions et du sensible. Le poisson, c'est compliqué. Ça se fait via les émotions qui vous traversent quotidiennement, les humeurs, les sensations. Donc, c'est quelque chose qui vous habite tout le temps, cette hypersensibilité. Et parfois, elle peut se retourner contre soi parce qu'elle crée de la confusion, parfois. Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait déjà parlé. Le poisson, donc c'est un signe d'eau. On en avait parlé lors de l'épisode sur Harry Potter, notamment pour illustrer la lune en poisson d'Harry Potter. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'eau, donc du signe d'eau, donc vraiment du monde émotionnel. Hein, de l'eau, c'est ce que tu disais la dernière fois, c'est les émotions, c'est comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'eau aussi comme oui, non, c'est la vie émotionnelle, c'est la fonction sentiment, ce sont les émotions, c'est les je ressens, c'est l'eau. C'est l'infinie nuance des millions d'émotions différentes que peut ressentir un être humain. C'est la subjectivité la plus singulière. C'est la vie aussi inconsciente. On l'avait vu avec l'épisode des quatre maisons et des 4 éléments de ce lac sous les plutôt des donjons de Serpentard qui sont sous le lac et qui parle évidemment du lieu et de l'inconscient. Et donc l'eau, c'est quand même l'élément le plus inconscient. Donc un poisson qui se sent traversé par des émotions, c'est très compliqué de définir pour lui quelles sont
véritablement la nature de ces émotions-là, puisque c'est généralement des énergies qui le pénètrent comme ça, venues de l'inconscient collectif qu'on porte en chacun de nous aussi. Donc le poisson peut être tellement ouvert au courant comme ça, collectif et universel, qu'il peut s'y perdre. Et c'est le risque. Et c'est pour ça que parfois, Ron, notamment l'illustre, il peut se sentir perdu, un peu perdu comme ça. Mais on le voit bien, alors on va faire le distinguo dans la personnalité de Ron entre ce qui relève du soleil et ce qui relève de la lune, parce que c'est évidemment pas du tout les mêmes caractéristiques. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est vrai que la sensibilité de Ron, dans un premier temps, effectivement, elle n'est pas forcément extrêmement palpable. Je trouve, moi, au départ. Après, je trouve qu'on la comprend et on l'appréhende par le biais, je dirais, de sa famille. C'est-à-dire qu'on sent quand même que, donc évidemment, il y a un manque de confiance en lui parce que c'est le 5e fils d'une fratrie, qu'il est un peu écrasé par ses frères, bon, il n'y a pas forcément énormément d'intérêt pour lui dans la famille. Et on sent aussi que c'est une famille, et il le dit souvent, assez modeste, voire très modeste. Ouais. Et donc, on sent qu'il est complexé par ça, vraiment, surtout que on voit bien au fil des épisodes que Drago Malfoy et son père, Lucius, lui rappellent systématiquement sa condition. On sent que ça l'énerve, mais en même temps, il y est très sensible, mais en même temps, il est très fidèle et loyal à sa famille. On n'entend jamais... je dirais, un mot plus haut que l'autre concernant, entre guillemets, sa condition. Et il y est très attaché, évidemment. Dès qu'il arrive un truc à Ginny, ou même quand son père, beaucoup plus loin dans les tomes, je pense, je sais plus, son père a failli être tué par le serpent de Voldemort. Nagini, je pense que c'est dans... Il me semble que c'est dans le tome 5, mais je ne suis pas sûre. Ne m'en voulez pas, fan de Harry Potter, si je me trompe. Mais... il est tout à fait identifié justement au collectif que représente sa famille. C'est-à-dire quand on parle de Ron et au travers des yeux d'Harry, il est clair qu'à des moments, quand il parle de Ron, il parle de la famille de Ron, il parle des Weasley. C'est l'entité Weasley, quoi. C'est les frères, c'est les parents, c'est Ginny qui va devenir... et in fine la femme de Harry. C'est vraiment ici une identification au groupe, à l'univers, en tout cas pour l'enfant Ron que symbolise sa famille. Il est complètement un petit peu comme, justement, à la fois comme un poisson dans l'eau dans cet univers parce qu'il s'y sent chez lui, et à la fois il se sent victime de son statut de dernier fils. Oui. Et victime de plein de choses, victime par rapport à Malfoy, du fait de ne pas être d'une famille fortunée, bien que ce sont des pur sang. Oui. Le fait aussi d'être à des moments dans l'ombre de Harry, dans l'ombre de Hermione, différemment aussi. Donc, il ne sait pas trop où est sa place. C'est-à-dire, c'est pas le meilleur élève, c'est pas le héros, c'est pas l'étudiant particulièrement populaire. Il va devenir à un moment donné préfet et capitaine de Quidditch, mais ça va vraiment être à la fin quand il aura... Oui, c'est dans les derniers... Voilà, quand il aura appris à s'affirmer. Mais ça, c'est une initiation pour lui, particulièrement ardue. Tout à fait. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, parce que voilà, sinon on n'aura pas le temps de parler des autres choses. Mais si je peux dire une chose par rapport au signe du poisson, qui reste à peu près vrai dans beaucoup de cas, c'est un certain complexe d'infériorité sur un certain plan. Je ne dis pas qu'on a nécessairement ce complexe-là de façon outrée et évidente quand on est soleil-poisson, mais il y a quelque part un sentiment d'être un peu invisible, de pas vraiment... Pas trouver sa place peut-être. Oui, mais de façon carrément presque physique, quoi, de vraiment pas trouver un endroit où on appartient à quelque chose de défini, puisqu'on a l'impression d'appartenir à tout. Comment choisir un endroit ou une communauté ou une façon d'être qui vraiment est la nôtre, quand finalement l'univers est en nous et on est dans l'univers. Il y a quelque chose de l'ordre de la coïncidence totale entre moi et
et tout. Et ouais. bon, ça peut être tout à fait inconscient, ça, mais ça peut créer du coup dans le quotidien une difficulté à trouver sa voie et à trouver ce qui est vraiment à soi. Et ça demande un travail de conscientisation, ça demande un travail de discrimination. Mais il y a un complexe d'infériorité et parfois un sentiment d'être invisible un petit peu, de ne pas être reconnu pour l'individu que l'on est. Oui. Et je rajouterais aussi par rapport au signe du poisson, c'est qu'il y a un sens aussi souvent. Alors, tu me diras aussi, tu me contredis, Léa, bien sûr, si c'est pas juste ce que je dis, mais il peut y avoir un sens du sacrifice pour le bien du collectif. Et il y a un moment donné, on le voit bien dans le jeu d'échecs auquel il participe avec Hermione et Harry Potter. À un moment donné, donc le jeu d'échecs version sorcier, notamment sur la quête de la pierre philosophale. Ouais. Où on sait, et on le voit très bien dans les différents tomes, que en fait Ron s'avère être un très très bon joueur d'échecs. Mais pour que Harry puisse rentrer dans la pièce pour trouver la pierre philosophale, il sacrifie sa pièce. Oui. Il s'évanouit, donc il disparaît. C'est vraiment, je disparais pour faire briller Harry et Hermione et pour qu'ils puissent aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire la quête suprême de la pierre philosophale. Donc il y a ce côté un peu sacrificiel aussi chez le poisson par moment. Bien sûr, et généreux, ouais. et plein de compassion aussi, et plein de sensibilité discrète à l'autre. Parfois, je pense qu'on perçoit au fil du temps que Ron est quelqu'un qui pressent et ressent plein de choses, mais qu'il ne le dit pas forcément. Mais il est très impressionnable, plus que l'on croit. Il a comme ça, il essaye d'en être et de créer une sorte de simulation j'assure, de bravoure, de courage aussi, peut-être un peu... qui n'est pas forcément, je dirais... le courage, il est plus illustré pour moi par Harry Potter. Mais Ron, il l'est quand même, parce que à travers ses aventures avec Harry, qui l'emmène un peu partout, en fait, il fait preuve de courage. Il se dépasse à chaque fois. Il fait preuve de courage. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être qu'au départ, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, il manque d'assurance quand même. Il est insécure. Plus que les autres quand même. Mais heureusement, il a la lune en Sagittaire. Et ça nous permet de faire la transition sur le fait qu'il est courageux, qu'il aime l'aventure, que même s'il a des peurs connectées plus à son soleil poisson, il a envie de les dépasser parce qu'il a un goût du risque, de l'aventure. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand ils jouent tous les trois à ce jeu d'échecs grandeur nature, Ron se sacrifie sur le dos d'une pièce qui est celle d'un chevalier. Oui. Et le chevalier, c'est aussi le Sagittaire qui va en guerre et qui s'en va pour honorer et puis pour défendre ses idéaux, comme tous les signes de feu, mais le Sagittaire est peut-être le plus collectif, enfin peut-être non, est le signe de feu le plus concerné par le collectif. Et il y a quelque chose chez Ron qui parvient à dépasser sa peur, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'épisode de l'araignée d'Aragog. C'est comme si... C'est sa phobie ultime. Vous imaginez quand même, vous mettre en face d'une situation où on fait face à son angoisse la plus profonde, et on y va quand même parce que on a le courage d'être auprès de son ami, d'être là pour lui. Je veux dire, c'est quand même admirable. Je veux dire, là, évidemment, c'est fictionnalisé, une grosse araignée à 1000 yeux, personne n'y croit vraiment, mais quand même, symboliquement, c'est quand même quelque chose de l'ordre d'une peur archétypale à laquelle il fait face, malgré le fait qu'il est à la limite de la syncope quand ça se passe, quoi. Et autre point aussi de la lune en Sagittaire qui me semble important chez Ron, c'est son amour du Quidditch. Oui. Le Sagittaire est quand même connu pour aimer le jeu, aimer le mouvement, notamment les chevaux, le fait
chevaucher un cheval ou un balai. Ça peut être un goût particulièrement propre à la sensibilité sagittarienne. Ce qui est intéressant chez Ron, c'est qu'il est soleil poisson, lune sagittaire, donc il est en termes de modalité, de qualité astrologique, il est double mutable. Donc pour lui, le mouvement est très très important. Il se sent d'ailleurs quasiment plus à l'aise sur un balai que sur terre, que les pieds sur terre. Que sur la terre ferme, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui. Il n'est pas du tout sur le sol. Non, pas du tout pragmatique pour un sou. Pas du tout pragmatique. Hein. Donc ça c'est plutôt la phase de Ron qui montre que non seulement il aime le mouvement, mais qu'il est hyper adaptable aussi. Il s'adapte beaucoup aux situations. Peut-être qu'il s'adapte trop en un sens. Quand on est double mutable, on a une tendance à se suradapter aux situations qui nous entourent. Alors il se suradapte aux autres, il se suradapte à sa famille, il se suradapte à Harry Potter qui l'emmène à peu près partout dans toutes ses expéditions. Et d'ailleurs, je me disais, le Sagittaire, c'est pas le signe du Sagittaire, c'est pas faire de l'expérience pour faire de l'expérience. C'est-à-dire que il y a un côté, l'expérience doit avoir un sens pour le Sagittaire. Complètement. On tire de la diversité de nos expériences un sens pour et on le voit très bien parce que justement à travers tout ce qui arrive à Harry Potter et tout ça, on sent qu'il est là, il est présent, mais parce qu'il y a un sens derrière, quoi. Il est vraiment impliqué. En fait, Ah oui, il est dedans à 100%. Oui, tout à fait. Notamment quand il va le chercher, quand il n'a pas de ses nouvelles dans le tome 2, et qu'il va le chercher avec la voiture volante et qui passe à peu près par tous les dangers. Oui, la Ford Anglia bleue, là, oui, tout à fait. Oui. Et qui se rétame dans le Saulcogneur. Dans le Saulcogneur, c'est ça. Non, mais il a un côté complètement bout en train, ça c'est sûr. C'est sûr. Et c'est ce qui le rend sympathique. Mais bien C'est-à-dire sûr. qu'à la fois, il est hypersensible, un peu victime, pas sûr de lui, et à la fois généreux, bon ami, loyal, et à la fois, il a quand même un côté allons-y, battons-nous, faisons face au danger. Il est courageux quand même, il est courageux. Ouais. Et c'est cette complexité chez lui qui est intéressante. Alors en revanche, Hermione, j'allais dire l'autre face de la pièce, Hermione. Alors, pour la petite anecdote, quand même, Léa a failli sauter en l'air parce que... Enfin, elle n'a pas failli, elle a sauté en l'air. J'ai sauté en l'air, j'assume. Je peux quand même vous le dire et vous l'avouer parce qu'au départ, on avait pensé que la date de naissance d'Hermione était le 19 septembre 1980. Donc, elle devait avoir le soleil en Vierge, qu'elle a toujours. D'ailleurs, en revanche, la lune en Capricorne, ce qui n'était pas totalement non plus loin de sa personnalité. Mais en fait, Hermione n'est pas née en 80, elle est née en 1979. Et donc là, Léa a explosé parce que non seulement elle a le soleil en Vierge, mais en plus elle a la lune en Vierge. C'est le summum parce que là, vous pouvez pas savoir le nombre d'associations qui ont fusé dans ma tête en 3 secondes. Déjà, j'ai pensé à J.K. Rowling qui a toujours dit que Hermione, c'était elle. Et quand, évidemment, rappelez-vous, premier épisode consacré à Harry Potter sur J.K. Rowling, on a étudié... en détail sa lune en Vierge, eh bien évidemment, son héroïne fétiche a la lune en Vierge. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis évidemment, qui serait étonné de savoir que Hermione est double Vierge avec son côté déjà modèle de vertu, sainte Nitouche, je sais tout. Alors je sais tout... normalement, elle a Jupiter en Lion, si on a bien fait les calculs. Donc ça peut expliquer le côté un petit peu m'as-tu vu dans le côté scolaire, quoi. Je veux dire, c'est pas nécessairement le cas de tous les élèves vierges, mais enfin quand même le côté un petit peu faillotte, disons-le, hein. N'ayons pas peur du mot. Non. Mais aussi, cela explique son extrême application au travail. Ouais. Et le fait qu'elle ait quand même un esprit qui fonctionne bien et une tête bien faite et bien pleine. Hein, Mathilde ?
Ouais, c'est sûr. Après, ce qu'on peut dire, on a l'impression, en fait, si on lit Hermione, enfin, si on décrypte le personnage d'Hermione comme ça, sans se poser trop de questions, on peut se dire, mais c'est une fille qui est super sûre d'elle, elle en est presque arrogante par moment, elle peut être un peu énervante. Alors qu'en fait, c'est peut-être aussi je dirais, le trait de personnalité peut-être d'une personne qui a l'énergie vierge, c'est que elle est comme ça parce que peut-être elle a aussi un sentiment d'insécurité intérieure et du coup elle compense par, je dirais, un amas de savoir, de culture, c'est une bibliothèque vivante cette fille. Enfin, dans tous les tomes d'Harry Potter, elle trouve la solution à tout, elle a tout lu, elle a tout vu. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est un Donc, signe très, très oui, courant d'une insécurité chez beaucoup de, entre guillemets, premiers de la classe ou oui, qui se sentent pas très à l'aise avec les mouvements de groupe, le fait d'aller tous s'amuser un petit peu socialement. Il y a un petit peu une gêne sociale, on est un petit peu embarrassé, mais par contre, on se sent très à l'aise dans les livres, on se sent très à l'aise dans le monde protégé de l'esprit. Et donc, il y a une insécurité. Et d'ailleurs, on le voit dans le début du premier tome, Hermione est très seule. Et d'ailleurs, oui. elle pleure à un moment donné dans les toilettes, le fameux épisode du troll, où elle a entendu Ron dire à Harry que pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis, elle est tellement... je sais tout qu'elle est insupportable. Oui, qu'elle est insupportable. Oui, oui. Et ça la blesse vraiment. Donc, ça appuie sur sa blessure, finalement, une surcompensation par le travail et par le fait de savoir beaucoup de choses, un sentiment de ne pas vraiment être bien à sa place socialement avec les autres. C'est compliqué pour Hermione aussi, à des moments. Oui. Mais heureusement qu'elle est là parce que entre les deux garçons, elle fait preuve justement d'un discernement. On a l'impression que Hermione, elle met aussi un peu de l'ordre dans le chaos, quoi. Parce qu'à un moment donné, avec tout ce qui leur arrive, toutes les aventures qu'ils traversent, on a l'impression que Hermione, c'est un peu l'ordre dans tout ce chaos, le pilier, le gouvernail. Enfin, elle les recadre quand même assez régulièrement. Bien sûr, et elle a quasiment une solution à tout, ce qui est assez extraordinaire. Oui, c'est vrai. Dans les situations les plus chaotiques, comme tu dis, elle arrive à trouver le fil qui va permettre de, petit à petit, restaurer l'ordre. Et ça, c'est effectivement tout à fait vierge, mais en plus, c'est extrêmement utile. Et sans Hermione, je vois mal comment Harry eût pu arriver au terme de ses aventures avec succès. Oui. C'est un élément essentiel de la saga Harry Potter. L'intelligence, le détachement, le courage aussi intellectuel d'Hermione de rester toujours prête à analyser et à comprendre les choses rationnellement dans la panique la plus totale. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, quand ils vont, pour la première fois, ils descendent dans cette salle sous la trappe pour aller pour essayer d'aller trouver Voldemort et la pierre philosophale. Et il y a ces espèces de plantes qui viennent leur enserrer la gorge, auquel cas, s'ils n'ont pas de solution, ils mourront. Et elle trouve tout de suite, alors qu'elle est en train de se faire étrangler à mort, elle trouve la solution. Oui, elle est incroyable. À chaque fois, elle les sauve. C'est l'esprit qui gagne quelque part sur l'émotionnel, quoi. Voilà. Et puis Hermione, on peut aussi dire qu'elle a une valeur de justice sociale qui est quand même assez importante. Tu avais relevé ça aussi, Léa, par rapport à son attachement justement dans le 4e tome aux elfes de maison. Oui, la création de la salle. Voilà, de la salle, donc la Société d'aide à la libération des elfes. Donc elle est vraiment... me suivent. On sent vraiment dans ce tome-là que c'est une cause qu'elle veut absolument défendre, quoi. Ça l'insupporte Ça l'insupporte. Alors là, je mettrais plutôt ça sur le compte non pas de son soleil et de sa lune en vierge, qui pourrait effectivement, je veux dire, le but quand même essentiel de cette combinaison est d'améliorer le monde et d'améliorer la société et de réparer les torts, mais vient s'ajouter à ça le fait qu'elle est Vénus en balance et qu'elle est éprise de justice sociale et qu'elle est tellement identifiée à cette idée qu'il faut travailler et modifier ce qui est
retord, ce qui est brisé, ce qui est injuste, ce qui est imparfait, qu'elle se bat pour et qu'elle y met du sien. Et ça, je pense que c'est la combinaison de Hermione, de la Vierge, dont elle est très marquée, et de Vénus en Balance. Et donc, c'est vrai qu'a priori, quand on voit Hermione et Ron former un couple dans le dernier tome, on se dit, mais quelle alliance improbable, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus analytique que Hermione et intuitif que Ron. Enfin, on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment faits pour, en tout cas, s'entendre et former un couple, quoi. Et pourtant... Alors oui, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que ils apprennent à s'apprécier l'un l'autre. On ne peut pas dire que dans le premier tome, Ron soit fan d'Hermione, et on ne peut pas dire non plus que dans le troisième tome, ils n'arrêtent pas d'ailleurs de se taper dessus à cause du chat d'Hermione et du rat de Ron. Et évidemment, il y a aussi un côté un peu querelle de jeunes qui s'envoient des piques parce qu'ils se plaisent. Mais il est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui se tisse entre les deux, qui a trait au fait que Ron a donc son soleil en Poisson, Hermione son soleil en Vierge, et que ces deux signes sont donc des signes opposés zodiacaux, mais que, comme toutes opposées zodiacales, ils sont la part manquante de l'autre. Et il y a beaucoup de couples, pas tous, mais il y a beaucoup de couples qui ont des signes opposés, puisque quelque part, dans l'attrait premier qu'ils ont l'un pour l'autre, il n'y a pas une compréhension immédiate. C'est pas, il y a une étrangeté, mais il y a aussi une attirance, parce qu'on pressent sur un plan assez d'ailleurs inconscient que la personne détient les clés qui va permettre à la personne qu'on est de s'épanouir pleinement dans ce qui lui manque peut-être, ou ce qui est en excès chez lui. Par exemple, si on est très marqué de la Vierge, eh bien, on peut avoir toutes les qualités que porte ce signe-là, et on peut les utiliser à bon escient dans le monde, mais il nous manque peut-être cette dimension supplémentaire et autre que porte le Poisson, qui va venir nous donner un souffle beaucoup plus intuitif, émotionnel, universel, mystique, dont la Vierge se méfie et à la fois auquel elle aspire énormément. Et donc, c'est pour dire que quelque part, pour arriver au summum de l'énergie Vierge, il faut du Poisson qui vient s'intégrer à cette énergie Vierge, comme vice-versa. Le Poisson a besoin d'une énergie Vierge pour se réaliser pleinement. C'est un axe, en fait. Les axes des opposés, des signes opposés, sont des axes complémentaires et qui aspirent à créer une unité. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Mais il ne faut pas oublier que c'est une même pièce. Donc, il y a quelque part une complémentarité qui dialectiquement fait évoluer l'un et l'autre vers un accomplissement plus total. D'accord, donc oui, ils s'apportent vraiment l'un et l'autre, en fait, beaucoup. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit, mais ils ont vraiment, vraiment rien à voir, quoi. C'est même dans la compréhension des choses, tu vois, le fait d'appréhender ce qui leur arrive, enfin, ils sont complètement... En revanche, ce que je trouve qu'ils ont de commun, c'est les deux un certain manque de confiance en eux. Tu vois, qui n'est pas vécu de la même manière et qui compense pas de la même manière, parce que Hermione, on voit qu'elle le compense par une boulimie de savoir. Voilà. Bien sûr. Et Ron, il va le compenser par de l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en lui, il a l'impression d'être complètement inutile, qu'on ne le voit pas et tout ça, mais du coup, il va, par l'intermédiaire de Harry Potter, briller aussi, parce qu'il va... En étant quelque part l'ami de Harry, mais en étant au service des aventures de Harry. Mais lui, en tant qu'individu, c'est compliqué d'exister pour lui, c'est comme sûr. si lui, en tant que personne, suffisait
à être aimé par sa famille, à être aimé par Hermione, notamment être aimé par Harry, comme s'il fallait toujours qu'il compense par une surenchère d'amitié, de générosité. Non pas qu'il ne le fait pas volontairement, mais il y a quelque chose quand même qui essaye de... Mais c'est un chemin un peu initiatique, Ron, parce qu'on voit bien que pour arriver vers Hermione, et donc peut-être pour arriver vers cette énergie vierge, il se transforme au fil des tomes, et on le voit très bien sur le 4e tome, La Coupe de Feu, où pour la première fois, il a vraiment une grosse querelle avec Harry Potter, voilà, où il pense qu'il a triché au match de Quidditch, enfin bon, bref. Et on sent que là, il y a une affirmation, c'est-à-dire, je suis pas d'accord, je pense que j'ai été... pense que Harry a triché, il le dit. Et à partir de là, on sent que ça y est, il commence à s'affirmer aussi et à devenir... Et il s'émancipe, voilà, en un sens. Il s'émancipe de cette espèce de fusion avec toutes les personnes auxquelles il s'associe et qui vivent un peu... Il vit par procuration au travers d'eux. Et là, tout à coup, c'est comme s'il vivait davantage pour lui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va, me semble-t-il, je ne suis pas sûre, mais il va devenir capitaine de l'équipe de Quidditch dans le 5e tome. C'est le 5e je sais tome. Plus, mais en tout cas, le 5e tome. Voilà, mais c'est comme s'il fallait qu'il passe par là pour ensuite avoir cette place tant convoité qu'il voit d'ailleurs dans le miroir d'Erised, dans le 1er tome. Il se voit capitaine de l'équipe de Quidditch. Donc c'est vraiment son rêve d'enfant qu'il ne peut réaliser qu'en osant se séparer quelque part de ce statut de victime ou en tout cas de quelqu'un de très influençable qui se laisse balloter dans un sens dans l'autre sans vraiment prendre une direction ferme. À lui, oui. Mais l'amour naissant qui se développe au fil des livres entre Ron et Hermione est quand même très intéressant parce que tu dis que les deux n'ont pas confiance en eux et certes, je voudrais souligner ce point-là que l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe du service à l'autre. C'est l'axe du service à l'humanité, du service à la société par le travail ou par avec le poisson par le service plus du cœur, par l'abandon de l'ego et des désirs égocentrés et égocentriques pour servir l'humanité comme un grand mystique ou quelqu'un qui s'occupe des défavorisés de l'existence, que ce soit dans des situations de handicap ou des situations de misère ou des situations de... Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre du service à des causes... qui les dépasse, en fait, aussi. Qui les dépasse, et un service vraiment un service à accompagner, à aider, à empâtir, à vivre et à accompagner la souffrance humaine. Et c'est sur un plan évidemment beaucoup plus par rapport directement lié aux affects que la Vierge, mais le souci est quand même très très similaire. Celui de la Vierge est de réparer via le travail la société, d'améliorer, de perfectionner, de servir, d'être utile, de sentir qu'on a toujours la tâche est infinie et qu'il y a encore tant à faire et tant à réparer. Vraiment, c'est l'obsession de la Vierge, c'est de réparer le chaos en ordre, de recréer de l'ordre sur Terre, quel que soit cet ordre, et d'être au service... D'être utile, en fait, aux autres. Des autres. Ouais. Ah, et de toute façon, il y a beaucoup de vierges et beaucoup de poissons dans les professions de soins. Je veux dire, il y a beaucoup... Même si on n'a pas le soleil en vierge ou le soleil en poisson, il y a quand même une dominante vierge ou poisson. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça peut être une caractéristique forte de soignant, quelle que soit d'ailleurs la façon dont il soigne et il répare, mais il y a quand même beaucoup quelque chose de l'ordre du service à autre chose que soi. Mais merci beaucoup Léa pour tes éclairages sur les deux personnages les plus emblématiques, on va dire, de la saga Harry Potter. Et puis, du coup, on a parlé un petit peu justement des opposés zodiacaux et on vous en reparlera parce que ce n'est pas rédhibitoire.
quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui est opposé zodiacal Ah non, à vous. Absolument Voilà. pas. Et donc, Au du coup, contraire, c'est très intéressant. On a décidé de faire un épisode. Alors, ce ne sera pas forcément le prochain, mais en tout cas, dans les prochaines semaines, on fera un épisode justement dédié à tout ça, dans la rencontre justement sentimentale et toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur l'astrologie. Et donc Léa pourra nous éclairer aussi là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et qui sont quand même pas forcément, voire pas du tout exactes. Oui, et puis en plus qui fausse complètement la lecture qu'on peut avoir d'une relation, et qui empêche parfois même à l'extrême de s'engager dans une relation en pensant que c'est pas optimal, alors que faut vraiment pas le voir comme ça. Mais bon, on en reparlera plus en détail, effectivement. On en reparlera. Super, écoutez, on vous souhaite une très bonne quinzaine, puisque nous nous retrouvons dans 15 jours. Une très bonne écoute. Et nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Et on vous dit à bientôt.